Nous sommes heureux de vous introduire pour la deuxième fois Madame Nadine Rachenthal, notre marraine de ce premier salon international de l'entrepreneuriat africain pour la très attendue table ronde sur le thème Que peut-on apprendre de l'Afrique? Parce que bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Merci beaucoup. Donc, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui êtes en Suisse, ceux qui vous nous écoutez de partout et d'ailleurs. Et donc, j'ai le plaisir de vous introduire cette table ronde où nous avons un certain nombre de personnes qui viennent du continent africain, une personne qui est actuellement vraiment au continent, et puis deux personnes qui ne sont peut-être pas du continent, mais qui y passent beaucoup de temps, que ce soit Alizé ou moi. Et j'ai profité de la présentation d'Alizé de Tonac, qui a créé le concours Seed Stars, qui est un concours extraordinaire. Et je vais profiter de l'introduction qu'elle m'a donnée pour faire cette toute première partie. Et après, je présente mes autres panélistes. Alizé, à vous. Merci beaucoup et ravie d'être là avec vous. Donc, en fait, je voulais juste très vite vous partager un peu des chiffres qui me parlent toujours énormément par rapport à la puissance du continent africain et ce qu'on peut attendre. Et je pense que bon, pour beaucoup d'entre vous, ça ne sera pas complètement nouveau. Mais comme on le sait, c'est vraiment le deuxième plus grand continent au monde et seulement 7 pays du continent africain représentent plus de la moitié de la population. Donc, on est vraiment en train de parler d'une puissance en termes de voix de citoyens et de consommateurs dans le monde. On a beaucoup parlé ces dernières années de ce phénomène de leapfrogging, donc faire ce saut technologie directement à un suivant. Donc on l'a très bien vu sur la majorité des pays partout dans le monde qui ont sauté les téléphones directement au téléphone portable. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceci a amené aussi des sauts technologiques dans plein d'industries. Et ce qu'on voit avec le recul, c'est que ces sauts sont souvent toujours plus efficients et plus efficaces, mais surtout aussi plus environnementaux et sustainable. Donc, on le voit par exemple dans l'industrie de la finance. L'Afrique subsaharienne a longtemps été l'endroit où on avait le plus d'innovation sur tout ce qui était financial payments. Et là, on voit un peu le taux de pénétration des fintechs un peu partout en dehors de l'Europe de l'Ouest, qui est beaucoup plus important que ce soit en Amérique latine ou en Afrique et Moyen-Orient. Et si on avait sorti un peu le Moyen-Orient de l'équation, en Afrique, ça aurait été encore plus élevé. Le taux de pénétration. Donc, vraiment, c'est ça qui est excitant quand on parle de cette puissance et cette force de frappe, c'est aussi la possibilité de réinventer le modèle de beaucoup d'industries qui sont de plus en plus, si j'ose dire, défaillantes dans beaucoup de marchés dans le monde. L'Afrique, c'est aussi vraiment un écosystème de start-up et donc de nouvelles innovations et aussi un marché réel pour des entrepreneurs, que ce soit donc les entrepreneurs locaux, que ce soit la diaspora qui revient de plus en plus chez eux pour nourrir l'écosystème de talents, de connaissances et aussi d'innovation. Donc là, vous voyez à travers tous les secteurs, vraiment, on essaye de réinventer le modèle et de proposer des solutions plus efficaces et efficientes pour le consommateur en Afrique. Et on verra par la suite aussi des conversations sur le fait que ça va se propager aussi également, non seulement au niveau régional, mais international. On le voit aussi en termes de exit, ce qui est souvent un facteur très important pour les investisseurs quand ils considèrent l'opportunité de ce marché. Même si je m'excuse parce que quand on parle de l'Afrique, c'est énorme, donc ça veut tout et rien dire quelque part parce que chaque pays est tellement précis et différent en tant que marché. Mais là, sur le continent africain, on voit aussi qu'en termes de private equity, donc d'investissement fait dans le secteur privé, ça augmente. Et il y a de plus en plus d'opportunités d'exit qui fait on voit aussi chaque année plus d'argent investi et surtout investi dans le early stage, donc tout ce qui est venture capital, ce qui est extrêmement rassurant aussi de voir par rapport à la maturité de ce marché. Pour que ça puisse, pour voir en fait ces résultats précédents, ce qu'on réalise, c'est qu'en fait, c'est
beaucoup grâce aux écosystèmes de startups qui se sont mis en place. On parle de plus de 600 hubs à travers l'Afrique. Et donc, hubs, c'est ces écosystèmes qui vivent grâce à toutes ces organisations de soutien, comme l'événement aujourd'hui, mais aussi tous les coworking space, les incubateurs, les accélérateurs, les réseaux de business angels, toutes les agences gouvernementales qui soutiennent l'entrepreneuriat et l'éducation entrepreneuriale pour créer des vrais melting pot de talents. Historiquement, ça a toujours été très fort en Afrique du Sud et au Kenya, mais on voit que ça soit au Nigeria, en Égypte et dans d'autres parties de l'Afrique, ces écosystèmes sont en train de mûrir de plus en plus. Et pour nous, en tant qu'investisseurs, mais aussi comme organisation de soutien en Afrique et dans d'autres parties dans le monde, c'est vraiment un facteur qu'on regarde parce que ça nous permet vraiment aussi de voir plus en plus de talents qui se réorientent vers l'entrepreneuriat comme une opportunité de carrière, ce qui est très, très intéressant parce que je pense que vraiment ça viendra de ces entrepreneurs des vraies solutions, même si on sait l'importance d'un vrai partenariat et d'une vraie collaboration avec le gouvernement. Et c'est pour ça là que c'est très encourageant de voir que de plus en plus les pays sont en train de lancer leur propre Startup Act, manifesto, des régulations pour favoriser les talents et les entrepreneurs pour lancer leurs entreprises, des différents modèles de soutien financier, mais aussi en termes de technical assistance, donc en termes de connaissances. Et de même, on voit aussi les gouvernements qui s'impliquent de plus en plus à attirer des capitaux internationaux et locaux pour favoriser cet écosystème. Donc, on voit vraiment des tendances très positives, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Je pense qu'on oublie souvent le facteur que pourquoi aussi on voit une telle augmentation et effervescence autour de ces écosystèmes de start-up, c'est qu'aussi l'Afrique se positionne au niveau international de plus en plus au sein de la culture, au sein des médias, de la mode, de la musique, des films, Nollywood, donc il y a un peu le Hollywood de Nigeria, et maintenant numéro 2 en nombre de productions. On le voit sur toutes les différentes plateformes de streaming qu'on a de plus en plus de contenu fait en Afrique pour des consommateurs du monde entier. Donc aussi de plus en plus, il y a des coutumes, il y a des tendances, il y a des goûts et des habitudes du continent qui sont maintenant exposés dans le reste du monde et qui deviennent des marques et des tendances et des marques de fabrique que je pense est aussi extrêmement importante pour valoriser le Made in Africa qui peut être un peu trop large, mais vraiment les valeurs fortes que représente la société qui, je pense, fait aussi partie de la croissance non seulement de ces entreprises, mais aussi l'injection en capital en capitaux dans ces différents pays. Donc voilà un peu des grands chiffres, des grandes tendances que je pense on a parfois tendance à oublier et qui peut-être, comme Nadine disait, était une bonne façon d'introduire cette table ronde. Merci beaucoup, Alizée. Donc, j'ai un petit peu choisi Alizée, puisqu'Alizée travaille dans un concours international. Tu peux rester sur cette en affiche sur celle-là. OK. Donc, sur ce concours international de start-up, c'est quelque chose qui est dans tous les pays émergents. Et quelque part, j'avais envie que Alizée nous parle tout à l'heure, entre toutes les start-up qu'elle voit dans le monde entier, en quoi est-ce que celles de l'Afrique sont typiquement africaines et typiquement inspirantes? Ce sera la question que je poserai juste après avoir présenté les autres intervenants. Donc, après, il faudra juste que vous parliez un tout petit peu pour que ça vienne, votre visage vienne. Je vais parler de Cathy. Cathy, qui travaille pour l'ITC, donc on a du Centre du commerce international, dont on a pu entendre parler ce matin avec Madame Aïssatou Diallo. Nous travaillons ensemble sur les projets d'Afrique et elle est actuellement Associate Programme Officer pour les programmes de développement technologique en Afrique. Et c'est avec elle qu'on regardera un petit peu ce qu'il y a de plus particulièrement africain. Ensuite, je donnerai la parole à Ali Simboro, qui vient donc du Burkina Faso, qui a développé une entreprise, on va dire,
active dans l'électricité, dans tout ce qui est, pour moi, le problème numéro un de l'Afrique, qui est l'électricité, l'accès à l'électricité, l'accès à ensuite ce qui sera sur Internet. Ensuite, je vous présenterai Franck Tiambo, qui a développé un projet, je dirais, entre la technologie et l'humanitaire, et il nous en parlera. Et on terminera par Grace, dans laquelle j'ai choisi des entreprises qui sont un petit peu plus impact social et sociétal dans ce qu'elle fait. Donc, nous avons l'Afrique de l'Ouest, nous avons l'Afrique centrale. Et puis, Alizé, je vais donc recommencer par toi en disant, ben voilà, parmi les startups que vous avez pu voir à travers tout le monde, en quoi les entreprises africaines sont inspirantes? Pardon, je dois juste me unmute, voilà. Donc, moi, je voulais juste vous présenter peut-être deux boîtes dans lesquelles Seedstars on a investi. D'ailleurs, on investit dans ces sociétés donc Medsaf en 2018. Donc, c'était assez au début parce qu'ils ont commencé en 2017. Viviane, elle a lancé une plateforme vraiment pertinente parce qu'il y a un gros problème en Afrique, mais vraiment un peu partout dans le monde, du counterfeiting des médicaments. Donc, non seulement on a des faux produits sur le marché, on a des produits qui ont une certaine consistance du médicament et qui fait un grand nombre de morts par an. La statistique semblerait dire qu'il y a 30 à 40% de ces je ne sais pas comment on dit en français, counterfeited medicine sur le marché. Et donc, elle essaye vraiment de rendre transparent toute la chaîne de valeur et de devenir vraiment le marketplace entre les groupes pharmaceutiques et les différentes cliniques, hôpitaux et même directement au consommateur final. Donc, elle a commencé au Nigeria, maintenant ils sont un peu partout en Afrique. Ils ont un super système de traquer, de monitoring qui aide aussi les hôpitaux et les différents stakeholders de pouvoir traquer leur inventaire et donc d'être aussi plus efficients sur leur business model. Ça permet bien évidemment une transparence pour le consommateur. Et donc aujourd'hui, on parle de plus de 1 million de médicaments qui ont été distribués, près de 90 millions de transactions faites et elle est maintenant présente dans 160 cliniques et hôpitaux au Nigeria et dans les pays voisins. Donc c'est vraiment, je trouve, une réponse très claire à un énorme problème. Et maintenant, ils sont en train de lever encore un round d'investissement, si je ne me trompe pas, plus de 2 millions. Donc, c'est vraiment pour moi un des champions de ce qui se fait en termes de nouvelles sociétés en Afrique. Un deuxième exemple, c'est AgroSenta. Donc, Francis, il a gagné la compétition mondiale de Seedstars en 2018. Il vient du Ghana et son objectif, c'est vraiment de résoudre le problème où on a, plus de 2 millions de petits agriculteurs en Afrique qui sont incapables de pouvoir répondre aux besoins des grands acheteurs internationaux, donc il les regroupe sur un marketplace. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il a réussi à donc créer cette transparence de buy and sell, mais aussi il a maintenant ses propres warehouses, donc usines pour pouvoir tenir les différents produce afin d'assurer une meilleure qualité, d'assurer des plus gros inventaires, donc de répondre à des demandes plus importantes des acheteurs internationaux. Et récemment, il a lancé Lendit, qui est un peu ces kiosques de financement pour les agriculteurs afin qu'ils puissent eux aussi augmenter leur inventaire et leur production. Donc, de nouveau, c'est aussi un exemple de voir ce que je pense est un facteur de succès sur ces industries-là, c'est ces entrepreneurs qui arrivent à vraiment intégraliser tout le supply chain et de pouvoir apporter tous ces services qui, normalement, dans d'autres pays, peut être apporté ce type d'infrastructure par le gouvernement, par le marché public. Et là, c'est dans le cas, c'est eux qui le font eux-mêmes. Donc, un autre exemple, je trouve très fort. Voilà. Beaucoup, Alizé. Je vais laisser maintenant la parole à Cathy,
qui représente donc le Centre du commerce international. On en a parlé ce matin avec Aïssatou Diallo. Et puis par rapport aux entreprises que vous voyez en Afrique, qu'est-ce qui est vraiment remarquablement africain parmi les entreprises que vous accompagnez aujourd'hui? Ok, alors je pense qu'on parle de startups qui ont été créées par des jeunes qui ont pu profiter de la pénétration de l'Internet et de la connexion mobile pour bousculer en quelque sorte une économie qui a été longtemps caractérisée par sa nature informelle et micro-entrepreneuriale. Alors, je pense que ce qui rend ces entrepreneurs particuliers, c'est qu'ils fournissent des services essentiels au peuple africain. Je vais parler de 2 startups qui sont typiquement africaines, qui répondent aux besoins africains et qui ont su identifier les failles du système financier en Afrique et qui offrent une alternative à travers le e-commerce ou la fintech. Alors, ma première startup, c'est Paystack. Je pense que c'est la FinTech Year, l'année des FinTech. Et Paystack est vraiment à la une ces temps-ci car elle a été rachetée par Stripe à plus de 200 millions. C'est l'une des plus importantes acquisitions de start-up jamais réalisées en Afrique. Alors, cette FinTech nigériane Paystack offre une solution dédiée aux commerçants en ligne et offre une technologie qui permet les paiements en ligne pour les professionnels du e-commerce. Alors, ce qui est exceptionnel, je pense que c'est une start-up qui résout le problème des e-commerçants qui font face au taux de bancarisation qui reste très faible en Afrique. Et c'est une start-up aspirante car elle a su comprendre que le monde de la finance en Afrique a pris du retard. Et c'est ces start-up comme Paystack qui offrent des services de paiement qui ont connu une évolution très importante durant ces derniers temps. Je vais aussi parler d'une deuxième start-up qui est Wena Hardware, qui est une start-up que nous accompagnons en Ouganda. Alors, c'est une start-up créée par une jeune femme, Baola, qui offre une plateforme e-commerce spécialisée dans la vente de matériaux de construction et qui cible particulièrement la diaspora. Alors, à mon avis, c'est surtout sa cible qui est la diaspora, qui est typiquement africaine, qui la rend typiquement africaine. Aujourd'hui, les transferts de fonds qui viennent de la diaspora constituent une source très importante pour l'Afrique, on le sait. Ces transferts d'argent ont été estimés à 85 milliards de dollars en 2019, mais la triste réalité, c'est qu'une partie de ces fonds, qui sont parfois destinés à des investissements immobiliers, restent confisqués du fait des taux de transfert qui sont très élevés. Et en fait, c'est ce que Wena Hardware essaie de résoudre en offrant une alternative au transfert d'argent. Au lieu d'envoyer des fonds, ces startups proposent aux expatriés de directement acheter leurs matériaux de construction sur une plateforme en ligne. Je pense que ce qui rend Wena Hardware et Paystack aussi exceptionnels et ce qui est commun aussi, c'est que c'est 2 jeunes qui ont créé des startups et qui ont pu comprendre l'opportunité que le commerce électronique offre, mais qui ont aussi su comprendre que la finance en Afrique a du chemin à faire et qui ont pu en profiter. Merci beaucoup de ce partage. Alors maintenant, sur le terrain, au Burkina Faso, Ali, parlez-nous de votre problème et de la manière dont vous avez réussi à en résoudre une grande partie. Allô? Ok, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Nadine. Alors, il faut dire que ici au Burkina, en fait, on a un taux d'accès à l'électricité qui est vraiment très faible et qui est autour de 18%. Et ce taux est encore plus faible, en fait, quand on est en milieu rural, qui est autour de 10%. Donc, vu ce besoin en électricité au niveau des populations pour avoir l'éclairage, l'appareil audiovisuel et tout ce qui est recharge de téléphone, il fallait donc trouver une solution pour répondre à ce besoin. Et le solaire étant une opportunité pour un pays comme le Burkina, un pays sahélien, où on a vraiment un très bon ensoleillement, la solution la plus adéquate apparaissait, qui semblait être la plus adéquate, était bien sûr le solaire. Donc, nous avions commencé au fait avec des installations ordinaires, mais il se trouve que notre cible en milieu rural, au fait,
et en milieu périurbain était constitué de populations à très faible revenu. Voilà, moins d'$1 par jour. Donc, du coup, il fallait trouver une autre solution, en fait, qui était plus adaptée, inspirée par un projet qui a été développé au niveau du Kenya. Et il s'agissait, au fait, de kits solaires composés à la fois de panneaux, de batteries et d'équipements tels que des lampes, des téléphones. Mais la particularité à ce niveau, c'est que on permettait aux clients, en fait, de payer à tempérament. Voilà. Parce qu'avoir des produits de bonne qualité, des produits solaires de bonne qualité, c'est un coût qui n'était pas, le coût global n'est pas forcément accessible à notre cible, qui est en milieu rural. Donc, nous permettons, en fait, aux clients d'avoir accès, au fait, à ces différents systèmes. Il faut dire que l'entreprise, c'est Farafina Eco-Engineering, et nous évoluons aussi bien dans le domaine de l'eau et l'énergie. Et le projet que nous avons mis en place, c'est le projet Yelen Cash, qui permet, en fait, aux populations d'avoir accès au solaire et à leur rythme. Comme on le dit, le solaire à leur rythme, ça leur permet, en fait, de payer à tempérament. Et nous avons, en fait, un système de monitoring et à distance qui permet, en fait, aux clients bon, une fois que le client ne paye pas, au fait, il se retrouve sans électricité. Alors, le taux de recouvrement à ce niveau est assez intéressant. Au début, on était un peu inquiet en se disant, après une installation, est-ce que les clients pourront s'acquitter? Mais il faut dire que le taux de recouvrement est assez intéressant. Nous sommes autour de 90%. Bon, 85, entre 85 et 90%. Donc, voici un peu la solution que nous avions développée. Et maintenant, au fait, nous sommes en train également de penser à développer également des pompes solaires. Activités, des pompes solaires toujours avec le système Pay as you go. C'est le système, au fait, qui permet en fait, de faire payer le client à tempérament. À défaut de paiement, en fait, le système ne fonctionne pas. C'est un moyen pour nous, en fait, de les amener à payer tant qu'ils ont besoin, en fait, du produit, du service, au fait, ils continueront de payer. Donc, voici un peu les idées que Farafina Eco-Engineering, les solutions, en fait, que nous avions mises en œuvre, en fait, pour répondre à ce besoin d'accès à l'énergie, aussi bien pour l'utilisation au niveau des ménages que pour l'utilisation productive telle que je viens de le décrire tout à l'heure pour les maraîchers culteurs. Voilà. Merci beaucoup. Ça va me permettre de faire une transition assez facile avec Franck, puisqu'on est aussi sur des personnes qui n'ont pas les moyens de faire quelque chose d'autre. Et je vais laisser Franck parler de ce sur lequel il travaille. Très, très belle transition, Nadine. Merci beaucoup pour l'invitation à cette table ronde dans le cadre du Salon international africain de l'entrepreneuriat organisé par Zion. Merci beaucoup. Ça, c'est une belle perche tendue, notamment au fleuron de l'industrie et de la technologie en Afrique. Alizé, tout à l'heure, a mentionné Metsaf au Nigeria, qui fait un travail remarquable. On peut également signaler dans le domaine de la santé Ilara Health au Kenya et en Afrique du Sud, qui sont dans la même lignée d'apporter des soins de qualité aux populations locales. Donc, c'est clair que Kimbo Care, comme on dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on va aussi parler de Kimbo Care. Et Kimbo Care, en fait, c'est une plateforme numérique qui permet à une personne de payer les soins de santé d'une personne défavorisée. Ça vient d'une histoire personnelle, qui est personnelle à nous, mais qui est certainement aussi vraie pour des millions d'Africains issus de la diaspora. Ma sœur et moi, Gabriel, sommes venus étudier à l'école polytechnique fédérale à Lausanne il y a une quinzaine d'années et nous supportions nos familles, notamment pour les soins de santé. On restait quand même soumis à 3 obstacles majeurs. Le premier obstacle, ça reste, on va dire, un faible niveau de transparence. On n'est jamais sûr que l'intégralité du support va servir à la santé. Le deuxième problème, c'est les problèmes au niveau de la qualité de soins reçus par le patient. Et le troisième problème qui est très important pour nous, c'est le délai de prise en charge qui peut atteindre 3 jours dans certains cas. Donc, ce qui est critique
on parle de la santé. On a la chance, moi je suis expert en gestion du risque pour les compagnies d'assurance maladie, et ma sœur qui est une experte en stratégie pour les startups à impact social. On s'est dit, il n'y a aucune raison avec la technologie actuelle qu'on ne puisse pas faire quelque chose. Donc, on a mis en place cette solution qui est basée sur le mobile, qui garantit le plus haut niveau de transparence à un patient dans une structure médicale de qualité certifiée par KimboCare. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a commencé il y a 11 mois en Afrique de l'Ouest avec une phase pilote qui vient tout juste de s'achever avec de très, très, très bons résultats. On a eu plus de 250 000 interactions sur nos réseaux sociaux, ce qui montre l'engouement présenté par cette start-up et surtout le service hors assurance maladie, parce qu'en fait, KimboCare, ce n'est pas une assurance, c'est vraiment basé sur le concept qui s'appelle le concept des crédits de santé. Donc, vous avez un patient qui se trouve en Afrique, par exemple, dans un pays africain, qui vous appelle. Vous allez venir sur la plateforme KimboCare, vous allez sélectionner un service médical, vous allez prépayer ce service médical sur la plateforme. Votre patient en Afrique va recevoir une notification par téléphone mobile. Il pourra directement, en moins de 5 minutes, se rendre dans une structure, un partenaire de KimboCare de qualité. La structure va pouvoir rapidement prendre en charge le patient, et à la toute fin du système, KimboCare va immédiatement payer la structure médicale. Donc, c'est très intéressant, et là, on revient aux valeurs africaines. C'est que ce soit au niveau du modèle d'affaires ou au niveau de la manière d'opérer, KimboCare se sert de deux valeurs fondamentales en Afrique. La première valeur, c'est l'optimisation de ressources, optimiser avec le très peu de ce qu'on a. Et la deuxième chose, c'est le partage. C'est la solidarité, c'est la redistribution de richesses dans une communauté. Donc, en se servant de ces deux valeurs et en combinant avec des nouvelles technologies numériques, on donne un meilleur accès aux soins de qualité à des potentiels millions d'Africains. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais partager. Merci beaucoup. Donc, on va aussi être dans le social et dans l'innovation frugale, un petit peu ce que moi j'appelle l'innovation frugale. Et puis, Grace, vous avez plusieurs projets à partager avec nous dans le cadre de ce que vous suivez comme projet aujourd'hui en Afrique. Merci Nadine, merci pour la transition. Alors, je vais partager mon écran. Donc, confirmez-moi si vous arrivez effectivement à le voir. Donc, je vais commencer à partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Oui, super. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux startups. La première, c'est Exus. C'est une startup rwandaise. C'est une jeune startup qui a créé l'application Save. Et c'est une plateforme numérique qui permet à des groupes de personnes d'épargner dans un portefeuille commun et d'utiliser les fonds recueillis à tour de rôle en toute transparence. Ce qui est intéressant avec Exus, c'est que c'est une jeune start-up qui a beaucoup de potentiel. Elle a réussi à lever 75 000 en pré-seed et elle est maintenant en train de lever 500 000 pour le seed round. Et ce que j'aime avec Exus, c'est qu'ils sont en train, leur solution vise le problème du cycle de pauvreté. C'est-à-dire qu'en fait, dans beaucoup de pays africains comme le Rwanda ou le Congo, il y a un manque d'accès financier pour les populations plus vulnérables. Ce qui limite leur accès aux services, à d'autres services et opportunités, et ce qui exacerbe en fait leur vulnérabilité. Et ça crée ce cycle de pauvreté. Et ça, c'est ce que j'aime avec Exus, parce qu'ils sont en train de prendre ils mettent en place, ils digitalisent une tradition qui existe depuis très longtemps. Parce que je vais prendre l'exemple de ma mère qui, jusqu'à il y a 2 ans passés, n'avait toujours pas de compte bancaire pour plusieurs raisons. Donc, la première raison, c'était... donc ici, je vais parler surtout de l'aversion face à la nouveauté. Donc, ma mère me disait toujours, mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec mon argent, je ne sais pas, est-ce que je vais retrouver mon argent, je n'ai pas confiance. Donc, il y a cette culture un peu de, je ne sais pas où, je préfère avoir mon argent avec moi, c'est la seule façon de m'assurer la sécurité. Et puis, donc, c'est ça que je trouve beau dans ce qu'ils font, Exus, c'est qu'ils prennent
une longue tradition et maintenant ils la font vivre dans le digital. Et puis ils reprennent en fait toute cette culture d'entraide qu'on a déjà, parce que ma sœur aussi elle a fait plein de tontines, ma mère elle en a fait plein, où vous avez ces réseaux qui s'entraident et qui mettent en place un genre de système pour être financièrement indépendant. Et faisant partie de WeBloom, qui est une entreprise qui veut empower les femmes entrepreneurs, il fallait que je parle de Zafri, qui a été créée, c'est une jeune start-up également, qui a été créée par 2 femmes en Éthiopie. Et Zafri, c'est la production de papier avec l'utilisation à 100% de déchets agricoles. Et ce qui est beau avec Zafri, c'est qu'au-delà de l'impact financier positif qu'ils amènent aux agriculteurs et aux petits fermiers indépendants, cette start-up est en train de viser 3 des objectifs du développement durable, qui sont donc l'action climatique, la vie terrestre, la consommation et la production responsable. Parce qu'il faut savoir qu'en 17 ans, l'Éthiopie a perdu 18% de sa couverture forestière, et si je ne parle pas du Congo qui a perdu 34% en 17 ans. Donc ce que j'aime avec ce genre de solution, c'est que ça amène une croissance économique à l'individu, mais ça amène aussi un effet positif socialement, un effet positif pour l'action climatique qui est ô combien importante, autant pour le monde, mais encore plus important pour ce géant qui est l'Afrique. Vous avez fini? Oui. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez arrêter de partager l'écran, que je puisse retrouver un peu la main là-dessus? Donc, je vais revenir un petit peu sur ma première question et je vais revenir avec Alizée, enfin ma première et ma deuxième question. Les startups dont on a parlé, ce sont des entreprises africaines. En quoi elles sont typiquement africaines et est-ce qu'elles pourraient trouver un marché en Europe? Alizée? Elles sont typiquement africaines tout simplement parce qu'il y a vraiment une identification d'un problème local qu'on réalise, qu'on identifie être un problème également dans des pays voisins sur le continent africain. Est-ce que ça peut être une innovation pour l'Europe? Oui, avec un peu la crise qu'on vit en ce moment globalement, on a vu qu'il y a eu une accélération de la digitalisation de la santé qui était quelque chose déjà mis en place en Afrique, tout simplement parce que l'infrastructure de base de la santé n'existait pas. Donc, en fait, on commençait à parler d'un service de qualité pour les consommateurs locaux à partir d'un produit digital. Or, la digitalisation, c'était vraiment une transformation qui devait naître en Europe et qui se faisait assez longue parce qu'il y a du lobbying, il y a des traditions, il y a des habitudes de consommateurs qu'on ne veut pas changer, il y a une infrastructure très lourde et très chère qui n'est pas facile à transformer. Donc, au contraire, on voit qu'il y a clairement la possibilité. Maintenant, est-ce que ça va être les acteurs africains qui vont pouvoir faire leur expansion en Europe comme marché cible? Pas forcément, et je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus juste, tout simplement parce que l'Afrique, c'est gigantesque. Donc, il n'y a pas un problème de taille de marché, si j'ose dire. Surtout par rapport aux innovations qu'ils mettent en place, où ils ne cherchent pas forcément la même infrastructure ou le même type de consommateur. Par contre, une expansion donc bien en dehors de leur propre pays, oui, sur le continent africain, mais aussi dans d'autres parties du monde. Je me rappelle une des boîtes qu'on avait lancées au Nigeria, donc qui était dans le paiement où on apportait des crédits à des individus, à des PME. Le prochain pays d'expansion qu'on avait choisi, c'était la Birmanie, parce qu'on voyait qu'il y avait effectivement beaucoup de paramètres similaires par rapport au contexte, après de grosses différences en termes de régulation, mais on voit clairement en tout cas entre les différents continents des opportunités de croissance. Maintenant, la question de croissance pour n'importe quelle boîte est compliquée et comment choisir son prochain marché, c'est vraiment une stratégie qui doit se faire beaucoup plus en profondeur par rapport aux ressources et aux ambitions de l'entrepreneur. Merci beaucoup. Ça va me permettre de passer directement à la même question que je vais poser à Cathy, puisqu'on travaille ensemble sur l'internationalisation des startups qu'on accompagne en Afrique. Donc,
ces startups qu'on accompagne en Afrique, en dehors de celles qu'on a présentées, est-ce qu'elles pourraient trouver un marché? Donc, je vais rephraser ma question, qui n'est pas seulement en Europe, mais qui est dans le monde. Et ce matin, on a eu la présentation de Madame Assetou Diallo sur la zone de libre-échange africaine. Donc, est-ce que ces startups que nous suivons aujourd'hui, est-ce qu'elles sont prêtes à un marché international et à la zone de libre-échange africaine et asiatique? Oui, je pense que c'est une bonne question. On travaille souvent avec des startups qui parlent de s'internationaliser, mais ils se rendent compte très vite qu'ils sont plus compétitifs dans le marché africain et qu'aussi il y a un marché à prendre. Ils veulent se régionaliser, ils sont intéressés par la région, ils veulent explorer les pays voisins, ils veulent explorer l'Afrique de l'Ouest quand ils sont en Afrique de l'Est. Et je pense qu'il y a déjà assez de travail à faire par rapport à ça. Et comme tu l'as déjà mentionné, Nadine, il y a cette zone de libre-échange. On en parle beaucoup. Il y a du travail à faire. Bon, ça requiert aussi de l'opérationnel, mais ça offre cette zone de libre-échange offre une nouvelle opportunité à ces startups. Et je pense que c'est ce qu'on doit comprendre. Hein. L'objectif n'est pas forcément d'aller en Europe, en Asie, alors que le marché africain est assez grand et est là, et aussi à cette proximité et aussi ces similarités culturelles, parfois, et aussi déjà un réseau qu'ils peuvent exploiter. Maintenant, j'ai parlé de Paystack, qui est une entreprise, qui est une fintech, qui a été racheté par Stripe, qui offre le même service de paiement par Internet aux professionnels. Alors, je pense que comme l'a fait Stripe, il serait possible pour une start-up dans la fintech, connaissant aussi la maturité des startups africaines qui sont dans le domaine de la fintech maintenant, pourquoi pas se dire, OK, une start-up africaine qui aimerait conquérir le marché européen pourrait aussi l'explorer. C'est tout à fait possible, je pense. Quand il s'agit de Hwena Hardware, je pense que le monde du BTP n'a pas non plus échappé à la montée en puissance des sites de vente en ligne. On parle de Batimise, de Bricoman, de Big Mat, toutes ces entreprises qui offrent aussi le même service en Europe. Alors, oui, je pense que pour certaines startups, c'est possible. Je pense que l'idée, c'est pas d'avoir ce même discours qui est très pessimiste parfois par rapport à l'Afrique, et on pense que ces startups ne peuvent pas s'internationaliser, mais la question, c'est est-ce que c'est une priorité pour ces startups? Est-ce que c'est vraiment l'Europe qu'ils ciblent? Merci beaucoup. Je vais profiter de la sous-région et avec Ali de voir, aujourd'hui, votre entreprise fonctionne au Burkina. Autour de la région, de la sous-région, où est-ce que vous pensez que vous pourriez avoir du succès dans l'internationalisation? On ne vous entend pas, Ali. On n'entend pas Ali. Ali. Pardon. Ok, merci bien. Il faut dire que déjà pour nous, en fait, on a commencé à discuter avec des partenaires, en fait, disons même des amis, puisqu'on a fait 2 yeux ensemble ici à Ouaga, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement. Et comme ils sont installés, c'est des Maliens et des Nigériens. Donc, c'est le Mali et le Niger, en fait, que nous visions pour les prochaines années. Il faut dire que le besoin est là-bas aussi parce qu'ils ont pratiquement le même contexte que nous, c'est-à-dire des pays sahéliens qui ont un très bon ensoleillement, mais également des populations à faible revenu qui ont besoin d'avoir des kits où ils peuvent avoir, qui répondent à leurs besoins essentiels, à savoir l'éclairage, les appareils audiovisuels, la recharge de téléphone, et voilà. Donc, pour revenir à ce que Mme Cathy a dit, notre priorité, en tout cas, c'est plus la régionalisation, voir surtout les pays tout autour de nous. Merci beaucoup. Franck, la même question, on va pouvoir avoir soin à Kim Boker dans toute l'Afrique subsaharienne.
Oui, c'est une très bonne question. Je pense que la réponse sous-jacente, c'est on est une entreprise, il faut aller où il y a des opportunités. Déjà renforcer notre connaissance on va dire, des deux pays actuels. Donc, nous avons commencé notre phase pilote en Côte d'Ivoire et au Cameroun, donc renforcer peut-être nos connaissances par rapport à ces deux pays-là. Et après, de manière claire, on a une feuille de route de pays vers lesquels on veut aller pour les prochaines étapes. Donc ça, c'est relativement clair. Et, je pense que si on regarde, si on prend aussi un peu de la hauteur finalement, et on revient à ta question, à votre question initiale, qui était de dire quels sont les modèles africains, entre guillemets, qu'on pourrait exporter dans d'autres latitudes, en Europe, en Amérique du Nord ou dans d'autres régions. Je pense qu'avec la crise sanitaire actuelle, cela montre bien on peut vraiment exporter de nouveaux modèles. Donc, je vais prendre l'exemple de Kimboka une fois de plus, hein, qui au final est une solution toute simple qui permet de payer les prestations médicales d'une personne qui n'a pas assez d'argent pour aller à l'hôpital. Avec la crise sanitaire actuelle, qui est en train de se transformer en une crise économique majeure, on voit bien que les États ont de moins en moins de budget, en tout cas ont explosé leur budget, et notamment les budgets liés à la santé des plus démunis. Et on peut imaginer qu'à un moment donné, il y ait un phénomène de partage, c'est-à-dire que les personnes les plus nanties soient obligées, entre guillemets, d'apporter, de soutenir l'effort de guerre et d'aider les franges de population qui sont devenues à risque dû à la crise sanitaire liée à la crise économique. Donc, si on prend un exemple très simple, hein, en Suisse, on a pour une assurance maladie, on appelle ça la franchise. La franchise qui est en Suisse à 2500 francs, c'est-à-dire pour ceux qui nous suivent de l'Afrique de l'Ouest, c'est 1 million de francs CFA. On peut imaginer que de plus en plus de personnes ne pourraient peut-être pas, on va dire, subvenir à leurs soins de santé lorsqu'ils n'ont pas atteint cette franchise de 2500 francs. Donc, on peut imaginer un système où des personnes comme vous, comme moi, comme n'importe qui, on pourrait donner 30, 50, 100 francs à cette personne qui serait démunie pour aller à l'hôpital tout simplement. Ça existe déjà en fait. Moi, je suis étudiant, j'étais étudiant pendant un certain nombre d'années à l'école polytechnique. Et quand on était étudiant, justement, on avait la franchise la plus haute. Et malheureusement, lorsqu'on tombait malade, surtout on avait des problèmes, par exemple, dentaires, on n'avait pas la possibilité d'aller à l'hôpital. Donc, on était obligé d'attendre de rentrer au Cameroun pour aller se faire soigner, par exemple. Et ce qu'on avait trouvé qui était super sympa, c'est que souvent des amis se mettaient ensemble, nous donnaient 30, 40, 100 francs et pouvaient résoudre ce problème. Donc, même si on ne va pas attaquer le marché européen, même si on ne va pas attaquer d'autres marchés, ce qu'on essaie de résoudre comme problème en Afrique, qui est ce problème de prestations médicales, peut aussi être présent dans les latitudes européennes et peut-être un autre entrepreneur pourra résoudre ce problème. Merci beaucoup. Donc, si on continue à chercher, sortir de son marché local, partir sur un marché plus grand, donc qu'il soit africain, de la sous-région ou bien dans d'autres pays émergents, et maintenant sur ce déplacement de la force du marché, des zones de libre-échange africaines et asiatiques, Grace, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les entreprises que vous suivez? Excusez-moi, j'avais toujours ce mute button. Merci Nadine. Alors, ce qu'on voit, donc, si je prends surtout l'exemple, par exemple, les deux exemples que j'ai mentionnés tout à l'heure, si je regarde Zafri, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel déjà assez tendre dans le continent, mais au-delà, je vois aussi qu'il y a un marché potentiel en Europe même et en Asie. On parle beaucoup maintenant de solutions de recyclage de papier, mais on n'en a pas encore beaucoup qui sont en train de viser la production même du papier, une production différente. Donc, pour ce qui est d'une solution, si on regarde les startups sociales qui font les choses différemment, qui taclent un problème qui n'est pas propre au pays, propre au continent et à ses rouages, il y a beaucoup d'opportunités de s'étendre. Après, je pense qu'il est toujours
Donc, la désirabilité, la viabilité, c'est une chose, mais la faisabilité, je pense que pour une startup, c'est important de se construire, c'est important de grandir, de se créer un réseau. Parce que l'exemple, c'est ce qu'on fait avec WeBloom, c'est qu'on essaye de mettre en place un réseau pour les startups qui leur permet de grandir avant de s'étendre à plus grand scale. Donc, un réseau de partenaires, un réseau d'investisseurs, un réseau de structures, je pense que c'est une étape qui est importante aussi pour une startup, au-delà de l'extension géographique, pour qu'elle se bâtisse, qu'elle soit prête aux gros challenges qui l'attendent. Si on regarde les startups un peu plus typiquement africains comme Exus, c'est un peu plus compliqué parce que je trouve que la force de Exus, par exemple, et de ce genre de start-up, c'est qu'elles puisent leur force dans une tradition, dans une culture qui est ancrée, comme les tantines. Et donc, elles ont juste digitalisé une solution qui a plus ou moins toujours existé, donc qui répond à un problème local connu. Et donc, dans ce type de start-up-là, c'est un peu plus différent et difficile de s'étendre à d'autres régions, mais elles ont complètement le bandwidth de s'étendre dans le continent et dans les autres pays émergents où on a aussi ces problèmes d'accès aux services financiers. Donc, je pense qu'il y a deux choses. En fonction de ce qu'on fait comme solution, si on peut au-delà de s'étendre géographiquement, travailler sur son réseau, essayer de grandir son réseau en termes de structure, de partenaires, d'investisseurs et rester plus ou moins fidèle à son ADN. Merci beaucoup. Donc, on voit avec les projets qu'on mène avec Cathy en Afrique de l'Ouest, on a effectivement ce type de tontine, on le trouve dans plusieurs pays. Ce sont des projets typiquement africains qu'on retrouve, la solidarité. Et puis, en même temps, j'avais aussi envie, avant de vous poser ma dernière question, c'est que je trouvais que le panel que j'avais aujourd'hui, qui s'est un petit peu fait, je veux dire, un peu au hasard, parce qu'entre ceux qui me répondaient oui, qui me disaient non, etc., on a quand même des femmes africaines. Et je trouve qu'il y a quand même une surreprésentation, et je repartagerai avec Élisée après. On a souvent, en tout cas dans les projets qu'on mène en Afrique, une surreprésentation des femmes africaines. Et écoutez, on va un petit peu en parler. Donc, Élisée, cette surreprésentation africaine, de femmes africaines que nous, on voit dans les projets qu'on mène à petit degré, est-ce que vous voyez la même chose en Afrique et dans les autres pays émergents, ou ça, c'est typiquement africain? Malheureusement, on n'a pas des très bonnes statistiques. On est assez représentatif de l'industrie, en tout cas quand on parle du milieu un peu des startups ou de ces high growth ventures, où on parle entre 10 et 20%, que ça soit des applications, des entreprises qu'on soutient ou dans lesquelles on investit ou en termes de board members. Donc vraiment, on est assez représentatif de l'industrie au sein de nos différentes initiatives. Il y a quelques pays qui nous marquent, où on voit beaucoup de femmes, que ça soit... mais je sais, j'ai pas des statistiques là, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais du coup, on n'est vraiment pas très content de ces statistiques et on travaille beaucoup avec le World Bank et différentes organisations pour essayer d'identifier à quel moment on perd les femmes. Donc, il y a un gros travail au niveau sociétal, il y a un gros travail à faire au niveau d'attirer des talents femmes dans le milieu d'entrepreneuriat. Encore une fois, moi, vraiment de la partie écosystème de start-up. Mais en même temps, on a réalisé, par exemple, que tout le jargon startup, le modèle de pitching, d'ailleurs, je me demande même si c'était Viviane de Medsaf qui me disait plusieurs fois, elle a été recommandée « pitch like a man ». Ça, c'était le meilleur advice qu'elle avait afin de pouvoir assurer ses levées de fonds. Et moi-même aussi, je l'ai vu et on en a parlé vraiment avec des femmes entrepreneuses de partout dans le monde. Et ça, c'est peu importe où on est, c'est encore vachement un jargon et une mécanique très masculine. Or, on voit que les femmes ont tendance à préférer des rendez-vous one-on-one, de pouvoir aller beaucoup plus en détail dans leur business plan. Elles ne sont pas aussi agressives sur les chiffres, mais souvent, c'est elles qui ont des boîtes qui monétisent le mieux. Donc, on essaye vraiment aussi de retravailler sur le sourcing. Est-ce que vraiment, quand on communique sur un projet, un investissement de start-up, est-ce qu'on doit repenser le lexique? Est-ce qu'on parle vraiment aux différents canaux de femmes qui ne sont pas forcément intégrés dans l'écosystème de start-up? Après, comment est-ce qu'on fait le filtering et la due diligence de ces projets-là? Comment est-ce qu'on soutient la femme entrepreneuse qui a souvent d'autres projets, que ce soit de famille
et autres qu'elle doit également assurer, car c'est elle aussi le pilier. Donc, il y a toutes ces réflexions à faire. Et je pense qu'on a trouvé, on a lancé nos premiers programmes en Afrique, donc on devrait avoir de bons résultats, j'espère, dans les mois à venir pour essayer de mettre en place un peu un toolkit qui pourrait nous aider à au moins être sûr qu'on a au mieux représenté l'écosystème existant. Et après, il y a d'autres conversations à faire sur comment est-ce qu'on peut continuer à attirer plus de femmes et de leur donner les opportunités d'être dans ce secteur-là. Alors, j'en profite aussi pour un programme pour Cathy, donc avec le programme She Trades. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parfait. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, absolument. Alors, c'est en fait, c'est à cause de ce problème que nous avons lancé l'initiative NTF4 She Trades, qui a pour but de promouvoir un cadre institutionnel favorable pour les femmes. Alors, nous, on travaille en ce moment dans 10 pays et c'est vrai que quand on regarde le nombre de femmes, de startups dirigées par les femmes, c'est vraiment un nombre assez minime. Alors, on travaille avec She Trades sur le renforcement de la compétitivité des entreprises appartenant à des femmes en matière de marché public, surtout. Alors, on pense que c'est important, sachant qu'on travaille avec les startups et les PME. Alors, on aide ces entreprises-là à avoir accès aux informations sur les appels d'offres et nous les formons aussi à répondre aux standards qui sont requis pour gagner ces appels d'offres. Nous travaillons aussi sur l'accès à l'investissement. Alors, c'est quelque chose qu'on a fait au Sénégal en particulier avec le Women Investment Club, qui est un fonds d'investissement qui a été créé par des femmes pour des femmes. Et on travaille avec le Women Investment Club sur des activités de renforcement de capacités dédiées aux startups dirigées par des femmes. Et aussi, on essaie de faire ce linkage, alors de connecter ces femmes à des investisseurs qui seraient prêts à investir sur ces entreprises-là. Alors, bon, on a d'autres initiatives, mais c'est franchement pour nous important d'avoir plus de femmes dans les tech, Women in Tech, et je pense qu'on a fait un bon travail sur plusieurs pays avec toi, Nadine, surtout au Sénégal à travers nos tables rondes et aussi nos formations. Merci beaucoup. Alors, justement, il y avait une femme qui devait venir, n'est-ce pas, Ali? Il y avait une femme qui devait représenter l'entreprise, mais elle avait quelque chose de plus important à préparer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est un homme qui représentait. Donc, Ali, je vous laisse raconter pourquoi nous n'avons pas Kadja aujourd'hui. On ne vous entend pas, Ali. J'ai encore oublié, ouais. OK. Du coup, il faut dire que Farafina Eco Engineering a été créé par ma sœur Khadija et moi. Elle est ingénieure en énergie et moi, je suis ingénieur en hydraulique. Donc, elle est la directrice générale et moi, je suis le directeur technique. Aujourd'hui, elle devait être là, mais elle est toujours dans son processus de mariage, raison pour laquelle, au fait, elle n'est pas là. Donc, voilà. Donc, le mariage a été fait le week-end passé. Donc, bon, il y a toute toute une semaine qui doit être consacrée à ça. Et donc, raison pour laquelle elle n'est pas là. Mais il faut dire que la place que nous, au sein de l'entreprise, nous donnons aux femmes, pas seulement parce qu'elle est directrice, que nous avons plus de femmes, mais je peux dire que nous avons plus de femmes au sein de nos équipes, parce que quand vous voyez, en fait, on a essayé de mailler le réseau national, pas tout le réseau à cause de la situation sécuritaire, mais les zones où nous pouvons aller, nous avions en fait des distributeurs qui sont chargés au fait du marketing et de l'installation des kits solaires, et on les dote au fait de téléphones portables qui permet au fait d'activer les différents kits, puisque c'est un prépaiement qui est fait. Et quand on regarde les femmes, malgré leur statut, elles arrivent même à faire des installations. En termes de marketing, ce sont les meilleures au fait qui font sortir nos produits. Donc, on a plus de femmes distributeurs. Dans notre équipe, même ici, quand on prend les employés, on a
60% de femmes. On est à 8 employeurs. Et puis, je sais que là, Permanent. Les distributeurs, au fait, c'est des contractuels. et puis si je repasse la parole à la personne suivante, il y a aussi quelque chose un peu similaire. Et c'était donc un pur hasard, je vous assure que je n'ai pas fait exprès. Franck, avec qui travaillez-vous? Merci Nadine. Je pense que je l'ai dit tantôt. Je travaille avec ma sœur également, donc Ali. C'est super génial, on partage ça. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Moi, j'ai vraiment deux sources d'inspiration dans l'entrepreneuriat. La première source, c'est ma mère, qui est une entrepreneuse qui a fait pas mal de beau travail dans son pays d'origine. Et ma deuxième source, c'est ma sœur. Et on a commencé cette aventure il y a, on va dire, une année. Au début, c'était un peu sceptique et finalement, je l'ai vu se transformer au fil de l'eau, au fil des challenges. Et chaque jour, je me dis, waouh, comment elle fait pour manager autant de problèmes, autant de solutions. Elle a toujours le bon mot, toujours la belle phrase pour vous redonner la motivation et c'est juste génial. Donc, chez nous, vraiment, chez Kimbo Care, on a cette parité au cœur de nos actions. Dans l'équipe cofondatrice, il y a ma soeur, il y a moi-même, mais également au niveau de l'organe consultatif, donc les gens qui nous accompagnent, qui nous apportent des conseils. On a aussi une parité, on a autant de femmes que d'hommes. Et même pareil, au niveau de nos équipes, on fait en sorte que la parité soit atteinte. Ce n'est pas juste pour mettre des femmes, hein. On voit, il y a des statistiques qui sont claires là-dessus, des entreprises où on fonctionne avec un système hybride fonctionne mieux, on a plus la performance est meilleure, l'ambiance au travail est meilleure, donc ce n'est pas une situation qui est isolée, ça a été prouvé par les statistiques. Donc j'encourage tout le monde ici, en Suisse aussi, d'améliorer le ratio hommes-femmes dans leurs entreprises respectives. Alors, je ne veux que passer la parole à la prochaine femme de ma table ronde. Grace, dans les projets que vous développez un petit peu avec vos entreprises, est-ce qu'il y a cette volonté féminine, de féminisation, ou bien est-ce que ça reste quelque chose d'un peu plus simple? Absolument, merci Nadine. Et je vais revenir sur ce que Alizée disait tout à l'heure sur les statistiques. Et avec WeBloom, en fait, donc la mission de WeBloom, c'est premièrement d'éduquer les investisseurs sur le gender lens investing, parce qu'aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui n'est pas, on ne trouve pas encore d'expertise sur le sujet. Et pour vous donner quelques chiffres qui ont poussé à la création de WeBloom, alors aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème africain, on a 90% des business, des commerces qui sont des PME. Et dans ces 90%, on a 40% qui sont women-led, donc dirigés par des femmes. Et quand on regarde ces 40%, il n'y a que 2% qui reçoivent un financement institutionnel. Et quand on regarde les startups qui ont levé, si on regarde l'année dernière, donc 2019, dans les startups qui ont levé plus de $1 million dans l'année, sur les 44 startups, il y en a 8 uniquement qui étaient fondées par des femmes sur les 44. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que l'écosystème, il est plus ou moins représentatif de la population. Donc, on a plus ou moins 60-40% de représentation, mais il y a beaucoup de disparités quand on regarde les investissements. Et donc, ce que WeBloom essaie de faire, c'est premièrement d'éduquer les écosystèmes pour qu'elles soient aware de ces disparités, aware de quel impact il y a quand j'investis dans telle ou telle startup, c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis deuxièmement, on a un programme où on accueille 5 startups chaque année, 5 startups qui sont dirigées par des femmes. On les accompagne pendant 6 mois avec un programme de capacity building. Et ensuite, on les met en relation avec des investisseurs, soit ici à Lausanne, soit à Zurich. Idéalement, l'année dernière, ce qui a été fait, c'est qu'elles ont pu venir physiquement, elles ont pu venir rencontrer les investisseurs, elles ont pu showcase leurs idées et faire du réseautage. Donc, maintenant, avec Covid, on s'adapte tant bien que mal. On a connu plein de retards, plein de petits soucis, mais on a repris le programme et malheureusement, l'événement sera digital. Mais effectivement, donc, il y a cette mission de vouloir déjà diminuer les disparités, mais aussi montrer
à quel point en fait la femme est importante et elle joue un rôle hyper important dans l'écosystème entrepreneurial et l'écosystème d'innovation. Et puis comme Franck le disait tout à l'heure, je pense aussi que c'est pas un problème qu'on retrouve uniquement dans notre continent, dans notre grand continent. Quand on regarde, si je prends juste un exemple très basique, moi j'ai commencé à l'EPFL en informatique, on était à peu près 30 filles pour 300 élèves. Quand on regarde l'écosystème entrepreneurial, on a aussi beaucoup de disparités pareilles. Je ne vous dis pas le nombre de meetings où on se retrouve en tant qu'entrepreneur et il est arrivé plusieurs fois que j'étais soit la seule femme ou on était deux, on se regardait, on se disait mais elles sont où les autres? Donc ces disparités ne sont pas typiquement africaines, on les retrouve un peu partout, on les retrouve en Suisse et c'est important que tous les stakeholders, donc les parties prenantes de cet écosystème, réalisent le problème et commencent à prendre en compte tous ces critères pour prendre des décisions et pour changer les choses. Alors, merci. Je vous remercie beaucoup. Donc, c'est vrai qu'au niveau, on parlait des startups, on parle des PME, on parle des micro-entreprises. Et moi, j'ai la chance, par mon travail, de travailler aussi bien dans la technologie que dans du programme social et sociétal. Et c'est vrai que la place des femmes et des hommes, elle ne se retrouve pas. Notre table ronde se termine maintenant. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé. Et puis, je vous attends très, très bientôt. Je ne sais pas où, quelque part dans le monde. Et puis, en tout cas, construire l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Et puis, ça sera formidable. Merci à vous tous.